Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver comme chaque semaine avec bien entendu nos rubriques habituelles et surtout nos invités et les thématiques qu'on aura choisies pour vous. Nous sommes donc le mercredi 17 juin. Nous aurons le plaisir d'être ensemble jusqu'à 10h avec bien entendu Aïda aujourd'hui. Elle viendra pour nous parler de la journée mondiale aussi de l'enfant africain. C'est aujourd'hui l'occasion de revenir sur les droits des enfants. Nous allons en parler avec elle et surtout débattre autour donc, de cette question. Ahmed Grigarsen, dans sa rubrique savant et chercheur algérien, aujourd'hui il a choisi de nous parler d'un grand chercheur et surtout un islamologue, poète, aussi médecin dans de profession. Il est donc, c'est docteur Ahmed Arwa. Il sera là pour nous en parler en détail. Nous avons également Hamid Belkhassem dans la rubrique environnement. Aujourd'hui, il sera accompagné d'un enseignant-chercheur en géosciences marines. Il nous parlera bien sûr des courants. Et oui, c'est beaucoup de problèmes qui sont rencontrés par les marins et navigateurs. Il nous parlera de ces courants qui provoquent quelquefois des dérivages. Donc, nous aurons à parler aussi avec Saliha Fartaz de la journée aussi mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Elle est sous-directrice de la lutte contre la désertification au niveau de la DGF, Direction Générale des Forêts. Elle sera là pour nous parler bien sûr de la préoccupation de toute cette surveillance accrue concernant la désertification. Et bien aujourd'hui, la thématique retenue, c'est l'aliment, fibres et fourrage. Elle nous en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est toutes les thématiques qu'on a retenues pour vous et surtout les débats et les invités qu'on aura choisis pour vous aujourd'hui. Nous allons commencer tout de suite. Allez, vivement dans le sujet à travers donc ces témoignages surtout des enfants africains qui nous parlent de leurs droits et donc de cette journée du 16 juin. Voilà, on y va. Marie, Mamadou, Bachar, Mounina, Mohamed, Marietta. J'ai 15 ans, 8 ans, 12 ans, 11 ans et demi. Oui. 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 Le droit de dire ce que je pense. Il faut que tous les enfants puissent voyager. Le droit à l'éducation et à la scolarité. D'être protégé, d'être aimé. je n'ai pas le droit à une nationalité. Les enfants ont le droit d'être en paix et en sécurité. Droit à la santé. Le droit de pouvoir manger à sa faim. Oui, on a vraiment besoin d'enfants pour se développer et améliorer l'avenir. Ils ont besoin d'une population jeune qui assurera un pays développé au futur. Oui, Bien sûr. il peut être un héros, pas seulement un héros d'Avengers. Un enfant peut être un héros parce qu'il peut aider les adultes à être plus raisonnables. Je réclame notre droit Un foyer. À une enfance heureuse. Voilà, et magnifique le témoignage des enfants et c'est vrai que nos enfants algériens font partie de ce beau et grand continent africain. Nous allons parler avec Aïda Mchri, elle est là parmi nous pour nous parler de cette journée de l'enfant africain. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Comment ça va? C'est En forme? En forme, en forme. Très bien. Alors cette journée, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'enfant en général, hein, à travers le monde, l'enfant algérien, etc. Et on doit s'arrêter sur les journées pour voir ce qui est donc ce qu'on doit faire, ce que doivent faire les professionnels, comment donc aider les enfants à s'épanouir et connaître aussi leurs droits. Ajouter aussi à notre langage, à nos pratiques, quelque chose qui sera de l'ordre de réparation, de l'ordre de projet pour enfants, quelque chose qui pourra soutenir les familles dans leur transmission. Aujourd'hui, vous savez très bien, on parle beaucoup de la santé physique, morale de l'enfant, l'enseignement, on parle des petits bobos comme ça, mais voilà, je crois que les journées, les manifestations comme ça, c'est des journées qui vont nous permettre de revenir sur des événements, mais de aussi rappeler, de lever le voile sur ce qu'un enfant algérien peut vivre aujourd'hui, cette partie droit
Est-ce qu'elle est comme c'est écrit sur les textes ou c'est vraiment ambigu? Parce que vous savez qu'il nous semble tout donner, protéger, mais ça ne nous empêche pas de voir des enfants qui récoltent la pomme de terre sous le soleil, loin de leur famille. C'est ça. Ça n'empêche pas de voir les enfants qui n'ont pas réussi leur cursus scolaire parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui veillent un tout petit peu sur toutes leurs défaillances, leur éducation, le manque, bien sûr. Et je crois que ça ne cessera d'arrêter. Il faut revenir pour pouvoir encore dire les choses d'une manière différente, mais aussi de pouvoir construire les choses convenablement. C'est vrai. Les textes de loi, vous l'avez dit, sont là pour protéger ces enfants. Il y a donc des associations, des organisations et surtout les textes de loi. C'est très important. C'est très important pour pouvoir condamner les personnes incriminées, les personnes qui sont là, profiter sur certaines situations, malheureusement, hein. La pauvreté. Oui, si vous m'invitez au texte de loi, je partage avec vous cette partie africaine qui nous habite. Nous, on est du nord de l'Afrique. L'Algérie a ratifié pratiquement toutes les conventions des droits de l'enfant. L'Union africaine, quand elle a instauré la journée du 16 juin en 91, c'était suite au massacre d'une centaine d'enfants dans le sud d'Afrique qui réclamaient leurs droits. Donc, vraiment, au Soweto. Donc, c'était vraiment un événement majeur pour pouvoir vraiment défendre ces enfants. L'Algérie a ratifié en 92 la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc vous voyez comment le processus, cette manière d'apporter, même si la Convention internationale des droits de l'enfant, elle date du 20 novembre 89, mais voilà que dans le cheminement, comment les peuples s'approprient un tout petit peu cette partie loi pour pouvoir vraiment ratifier, apporter quelque chose qui concerne l'identité de l'enfant. Aujourd'hui, moi, rapidement, je vais me projeter un tout petit peu sur l'enfant algérien qui sera le 15 juillet. Et je crois que dans le symbolique aujourd'hui, ce n'est pas la festivité elle-même, dans le symbolique de pouvoir instaurer les choses, c'est aujourd'hui, on parle du 15 juillet qui sera le futur de beaucoup de festivités en Algérie. Ça coïncide avec l'apparition de la loi 1512 relative à la protection de l'enfance, qui est un texte algérien. Ceci nous permet aujourd'hui de dire à quel point on est en train d'associer cette richesse juridique pour pouvoir, et les textes juridiques pour pouvoir trouver cette protection sociale, avoir trouvé le langage, trouver l'appui pour pouvoir corriger un tout petit peu nos pratiques. Vous savez, comment on peut juger qu'un enfant, une grande sœur qui garde la petite, dans une famille, ça peut nuire à sa vie, à sa santé mentale, à son énergie, ou ça peut la nourrir, comme elle saura être mère à son tour plus tard. Exactement. Ou alors, si cet enfant va vivre et va évoluer dans un foyer vraiment disloqué, où il y a des problèmes, énormément de problèmes, ça, encore une fois, ça va condamner toute une éducation, hein, toute une évolution de l'enfant. Hein. Moi, je crois que c'est ça la richesse de l'être humain. Il n'y a pas le parfait. Mais c'est ça qui fait que ce qu'on transmet à nos enfants, c'est ce qu'on a appris. Les individus, dans l'histoire de mon pays, il y a beaucoup de parents qui ont hérité un mal, des traumatismes, des guerres, des déchirements, un passé très lourd. Nos parents, nos grands-parents, ont vécu cette difficulté. Oui, et aussi, si je fais juste clin d'œil par rapport à tout ce qui est maltraitance, tout ce qui est cette violence qui habite nos comportements, cette anxiété qui est dans notre manière d'être rigoureux, ferme et donner comme ça cette force, vient un tout petit peu de cet héritage, là où on fait tout notre possible pour dire attention, si on punit le châtiment des enfants, ça peut nuire comme ça peut réparer. Il y a des règles dans lesquelles il ne faut pas humilier, l'harcèlement, combien que ça peut détruire le fond d'un enfant, quelque chose qui parle. Aujourd'hui, si je parle de l'enfant qui a le droit de faire, vous savez, c'est quelque chose qui peut habiter nos comportements au quotidien. On peut vraiment regardez, il n'y a pas plus beau que voir un enfant sourire, être heureux et être épanoui.
Oui. dans son propre univers. Hein. Oui, oui. Mais moi, je fais un clin d'œil aussi, un retour comme ça rapide vers les enfants du fond de l'Algérie qui nous appellent par le numéro vert pour dénoncer des situations là où ils marchent des kilomètres. Pour aller à l'école. Oui, voilà. Là où ils n'ont pas des tables, là où ils n'ont pas des tablettes aussi. Hein. C'est aujourd'hui, on a la chance d'habiter la capitale et la chance d'habiter des wilayas, des centres là où les projets, beaucoup de projets instaurés par les différentes institutions dans mon pays. Des centres de jeunesse, etc. Pour pouvoir permettre à ces enfants donc, de s'épanouir et de créer certaines choses, hein, développer leur imaginaire, essayer donc de trouver une voie aussi dans la plupart du temps. Ils se découvrent. Moi, je dirais exister. Voilà. Parce que si on revient à tout ce qu'on peut offrir loi, on garde 4 piliers majeurs. Les 4 principes fondamentaux qui sont la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, la survie et le développement de l'enfant et bien sûr la participation. Ceci dit quoi que cette petite plante, je reviens toujours à cette petite métaphore qui sera plante qui va se développer, elle a se besoin, nourrir. Hein. Elle a besoin de survie. C'est de notre devoir et une obligation de pouvoir la nourrir et aider à son développement. Même si je fais encore clin d'œil par rapport aux enfants à besoins spécifiques, ils ont besoin d'un cadre particulier, une assistance. Aussi leurs parents qui ont besoin d'institutions, réseaux logistiques pour pouvoir aider tous les professionnels autour d'eux. Je reviens aussi à quelque chose qui est très simple, la non-discrimination dans le genre, dans la région, parce que tu es fille, parce que tu es... Il y avait eu une étude et surtout une prise de position, on l'avait vu à l'étranger, c'est-à-dire qu'on mettrait plus du rose aux filles et du bleu aux garçons. Oui. Là, c'est une forme de discrimination, encore une fois. Ah ben bien sûr, attention. Mais on va peut-être pas changer cela, c'est tellement mignon, je trouve. Non, mais regardez, on peut retrouver des petites fillettes qui jouent merveilleusement bien le football dehors avec les garçons. Elles se débrouillent très bien et elle est là avec ses compétences, elle l'éclate comme pas possible. Mais voilà, parce qu'il y a quelque chose de social, familial qui font que, voilà, vaut mieux faire la vaisselle que de... Voilà. Bah, peut-être que c'est vrai que quand on est enfant, on voit pas cette différence. Mais après, plus grand, c'est un petit peu plus peut-être apparent, plus flagrant. C'est-à-dire que les enfants, les petits garçons vont jouer aux billes, aux voitures, etc. Et les petites filles aux poupées, hein, automatiquement. Oui, moi je crois, regarde, la richesse, elle n'est pas dans le jeu. Vous savez, un enfant peut utiliser la poupée pour pouvoir vraiment s'épanouir, construire le couple parental, se projeter sur l'enseignante qui est là à l'école, tout ça. Le souci n'est pas là, mais le souci d'interdire, de ne pas permettre à l'enfant de pouvoir se projeter dans ses modèles, dans ses formes, parce que demain, il sera le mari de cette femme, il sera le frère de cette sœur, il sera le fils de cette maman. Si nous, aujourd'hui, on nourrit pas cette partie très riche en lui, vous savez, on peut retrouver un homme très rigide qui est là à donner beaucoup de choses, mais il a la difficulté de pouvoir trouver les mots. Macho, mais un peu. Si ça lui donne l'équilibre de pouvoir exister, alhamdoulilah, on va dire que ça c'est une forme, modalité de pouvoir trouver l'équilibre. Mais vous savez, il est peut-être victime de ses actes, là où il a besoin d'être soutenu par son épouse, soutenu par le câlin de sa fille, par un regard, là où vous savez, c'est... L'impact de la société, l'impact aussi de cet héritage aussi familial, du patrimoine aussi. Absolument. Et ça se répercute directement sur l'éducation. Absolument. Vous savez, on ne cache pas les vérités. On peut dire aussi dans mon pays qu'il y a des maris qui refusent de prendre dans ses bras une fille parce qu'ils s'attendaient à un garçon. Ou il y a eu des divorces de cet ordre. Il y a toujours des divorces, des séparations parce que la femme, elle a mis au monde un enfant à besoin spécifique ou un trisomique. Le rejet, il est là pour dire que ça, c'est pas mon fils. Moi, j'aurais souhaité avoir un enfant en bonne santé, un enfant, tout ça. Il faut pas cacher les vérités. Ça existe. C'est pour ça la discrimination, elle est justement dans ses compétences. Et vous savez,
combien de mamans elle a élevé des enfants et des garçons en bonne santé qui les ont quittés et ils sont partis de l'autre côté de la Méditerranée, là où un enfant peut-être trisomique, ou là où il serait resté, mais un enfant trisomique aujourd'hui, si je fais juste un clin d'œil, voilà, revenant à tous ces besoins spécifiques, il donne la joie à sa maman, il comble un tout petit peu son existence, lui donne la force de construire le noyau familial. Combien ils ont porté les médailles pour honorer le drapeau national, pour dire combien entre eux. Mes collègues, moi j'ai connu dans mon cursus aussi, ceux qui ont réussi leurs études, ils sont aujourd'hui avec des diplômes, tout ça. Comparant avec d'autres enfants qui ont la chance d'avoir un cadre familial, un toit, des parents, beaucoup d'argent, ils n'ont pas réussi à l'avoir. La non-discrimination, ce n'est pas uniquement dans le jeu, c'est quelque chose qui est dans ce regard, qui peut disqualifier, désarmer des personnes là où ils ont la compétence de pouvoir réussir et de dire les choses. Maintenant, si le phénomène culturel et social, il est là, lourd, présent et lourd et tout ça, moi je crois qu'il faut promouvoir pour ses droits, pour pouvoir protéger ses filles, protéger aussi ses garçons, pour pouvoir vraiment exister, donner, partager, œuvrer. Ça vient comme ça du jour au lendemain. Je ne sais pas comment les choses s'installent, mais vous savez, moi, un appel téléphonique là, de dénonciation qui parle d'un père qui utilise ses enfants pour apporter les briques au lieu de payer des jeunes, des ouvriers. Donc, il utilise les enfants pendant les cours de scolarité, leurs cours de scolarité. C'est pas normal, bien sûr. Mais en même temps, vous savez, les parents, ils ont du mal à comprendre que l'aide que leurs enfants leur attribuent, c'est du travail avec à plein temps, que ça c'est de l'argent aussi, qu'une maman qui exige à ses filles de faire le ménage, tout ça, vous savez, ça c'est un travail à plein temps, tout ça. Mais faisons aussi parenthèse pour dire, c'est à nous, devoirs parents, d'apprendre des métiers à nos enfants, de leur permettre de rêver, de se projeter, de pouvoir lire les choses à travers tout ce qui peut être petite activité. Vous savez, on a abordé plusieurs sujets, nous ensemble, comment on peut aider, démotiver un enfant qui ne veut rien faire, qui n'aime rien, tout ça, même l'école, il rejette un peu l'école, comment on peut faire, ce sont ses parents qui l'invitent à faire des petits travails comme ça, récompensés, invités à pouvoir se projeter dans quelque chose qui sera le métier de demain. Peut-être une menuiserie, peut-être de la peinture, peut-être la couleur, l'artisanat. Avoir un métier entre ses mains, c'est magnifique. Mais dans la finesse, pour ne pas bousiller ce désir et ne pas bousiller cette structure de la personnalité qui est de l'intérieur de lui-même. Et je crois que la loi, elle est là pour pouvoir nous parler de cette psychologie de l'enfant et cette santé physique qui est très complémentaire dans le psychosomatique, comme ça, qui va donner cette identité, cette force et ce garçon africain. Voilà. Alors, il y a beaucoup, on s'arrête aussi sur la santé, puisqu'en ce moment, on vit une crise sanitaire hors norme à travers le monde. Aujourd'hui, l'enfant est aussi touché, parce qu'il y a encore cette maladie qui s'appelle Kawasaki, qui a touché aussi beaucoup d'enfants, et entre autres aussi pour les enfants africains aussi. Donc, le droit à la santé est aussi primordial. Ah, sans aucun doute. Moi, je dirais, ce qui est revenu avec le Covid-19 dans cette partie, c'est qu'on a parlé peut-être de la santé, ces rituels de propreté dans lesquels il faut les inculquer, insister, rappeler, leur transmettre. Sachant bien que ça fait partie de notre culture, de notre transmission, de notre religion aussi. Hein, nos musulmans, on a nos pratiques aussi, dans les prières, dans la propreté, tout ça. Mais ce qui est revenu de force, moi personnellement, je suis contente, c'est un tout petit peu la santé mentale de l'enfant. On s'occupe un tout petit peu plus à son anxiété, à sa faiblesse, à sa déprime. On s'intéresse à ses activités, à comment trouver ses activités. Là où c'était un peu plus compliqué avant le Covid de pouvoir instaurer des activités tout autour à la maison. Il fallait l'inscrire dans un club, le déplacer et puis voilà, lâcher prise. Aujourd'hui, les mamans qui s'impliquent, les papas aussi qui prennent le relais à leur tour pour pouvoir aider l'épouse, pour pouvoir contribuer dans la famille. Ça, c'est quand même un grand pas. C'est un pas géant dans ce qui peut être construction de l'activité et le soin.
Aujourd'hui, si je parle de l'éducation, le soin et la protection, elle vient justement de ces petits actes, là où dans le regard de ses parents, l'enfant, il sent qu'il est protégé par ses parents. Il sent qu'il y a quelqu'un derrière lui qui veille à sa santé. Ne serait-ce qu'en lui disant arrête les écrans, ça c'est dangereux pour ta santé. Voilà. Il pourra le comprendre. Il a du mal, bien sûr, à se détacher, mais c'est être parent, c'est de pouvoir placer les limites, pouvoir se tenir, pour pouvoir instaurer ces règles. On l'a vu à travers les différents thèmes que vous avez abordés. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interactions aujourd'hui. Hein, quand on compare un enfant de cette génération avec un enfant d'une autre génération lointaine, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont palpables aujourd'hui. L'enfant est plus difficilement gérable, je trouve. Ah, mais nous adultes aussi, on est très complexes. Hein. Oui. On veut réussir à avoir le beurre et l'argent de beurre. Oui. Aujourd'hui, les parents s'intéressent à ce garçon qui saura porter un peu sa tête sur ses épaules et pouvoir dire les choses correctement. La participation de l'enfant comme droit aujourd'hui fait que, oui, il faut l'écouter. Il est en train de disqualifier tous ceux qui l'entourent pour leur dire je n'accepte pas ça, je n'aime pas ça, j'ai besoin d'une chambre, j'ai besoin d'un jouet, il faut que je sorte le week-end. Ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, l'enfant, il était enfant et on le considérait comme enfant et puis on ne lui parlait pas beaucoup, etc. Aujourd'hui, c'est plus complexe. Oui. L'enfant, il faut lui parler, il faut l'écouter, il faut faire attention, il faut le gâter. Oui, si tu permets, Amel, c'était un peu pire que ça. Les enfants et petits, les familles, ils partageaient un peu les conflits conjugaux, les soucis de famille, en disant qu'ils ne comprennent pas tout. Un enfant petit, comme ça, les années. Voilà, avant, c'était non, il n'a pas compris, il ne sait pas que voilà, son papa, peut-être il est en prison, ou la maman, elle a divorcé, ou il y a eu le décès d'eux. Et voilà, l'enfant, tellement qu'il est intelligent et qu'il ne veut pas aussi bousculer les gens qu'il aime, il continue à jouer, il continue à faire comme si, voilà que les symptômes s'installent pour pouvoir vraiment dire qu'il a vécu quelque chose de très difficile, très douloureux. Aujourd'hui, on a compris qu'un enfant petit, comme ça, avec son regard... Il faut lui parler. Aujourd'hui, les parents parlent énormément. D'abord. Explique. Il répond, il fait la différence de son, il sait l'absence et la présence des personnes. Je me tourne vers Manel qui, elle, ne dira pas le contraire. Ils parlent énormément à leurs enfants aujourd'hui. Cette génération est là pour communiquer. Mais justement, voilà... Gagnons ça, parce que c'est vraiment c'est très important de pouvoir instaurer la communication, de ne pas laisser ces vides, de ne pas laisser ces liens très toxiques pendant très longtemps. Ça déchire les familles après, ou ça bloque les individus dans leurs relations. Permettez-moi de dire aussi qu'il y a eu beaucoup d'histoires dans les familles, les maltraitances, l'inceste, beaucoup de choses qui ont touché les enfants, de notre droit aujourd'hui de les protéger. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, ces indications autour donc, de la santé de l'enfant, autour bien sûr de cette journée. Vous nous avez fait un très beau rappel autour donc, de cette journée mondiale donc, de l'enfant africain. Merci beaucoup Aïda. Merci à vous. En attendant, bien sûr, le 15, c'est la journée de l'enfant algérien. On aura le plaisir d'en parler avec vous, Inch'Allah. Eh bien, quant à nous, on vous dit à samedi, Inch'Allah. Voilà, avec Noul Houda Bouzagaou dans Bonjour d'Algérie. Bonne journée à vous. Merci. On reste bien sûr en Afrique et cette fois-ci, on va s'intéresser à la biodiversité saharienne, bien sûr, de notre pays. Et cette biodiversité est présentée par Rahim Abdelaziz. D'apparence dépourvue de végétation, Chott Chirgui renferme pourtant un riche couvert végétal constitué de salles solacées ainsi que de nombreuses plantes indifférentes à la salinité des eaux. En matière de flore, et pour stopper la désertification, on a planté des tamarix au niveau des communes voisines de Rogassa. Il s'agit notamment des communes de Chlig, Tousmoulin, ainsi que celle de Keflahmar. Au sud du Chott, de jeunes tamarix sont plantés à même des cordons dunaires. L'avancée des sables menace réellement les hauts plateaux. Au niveau de Oued Gassa, une tamarixée bienvenante a permis de fixer les sols en stoppant l'avancée des sables.
À même la Sepra, un marais d'eau douce renferme du 10. Dans cette zone humide classée existe ce forage, plus connu sous le nom de Retmet el-Methnan. Cette zone devra être protégée. Dans cette zone du Dra, 54 000 hectares sont mis en défense. Cette partie du Chott sert d'abreuvoir pour les éleveurs et leurs cheptels. Ce sondage existe depuis 1952. Il nous faut des subventions pour pouvoir préserver cette zone humide. Grâce au forage, ce marais reste un lieu incontournable du Chott pour de nombreux éleveurs des communes de Rgassa, Chlig ou Tousmoulin. Dans ce milieu désertique, cette intarissable source d'eau est surtout fréquentée par les cheptels ovins, caprins et camelins. Au sud-est de Kseil et Stitten s'étendent les monts de Touilet Makna. Malgré son exposition nord, cette chaîne montagneuse ne renferme qu'une éparse végétation. La zone de Touilet Makna, relevant de la commune de Boualem, s'étend sur près de 38 000 hectares. Les massifs sont presque dénudés. Ici domine le chêne vert, les genévriers rouges et oxycèdres. D'importants sujets de chêne vert et de genévrier peuplent ces massifs soumis à d'intenses packages. Voilà, c'était donc un reportage signé Rahima Abdelaziz avec la voix donc de Halim Yaïch. Et puis pour parler justement de cette biodiversité saharienne, il est très important de citer aussi nos nombreuses espèces donc, de végétation pour permettre de réduire l'avancée bien sûr du désert. Nous allons beaucoup en parler ce matin avec notre invité Saliha Fartas. Bonjour. Bonjour, merci Bienvenue. pour l'invitation. Merci. Vous êtes la sous-directrice de la lutte contre la désertification au niveau donc, de la Direction générale des forêts. On a l'habitude de vous recevoir. On parle souvent donc de notre biodiversité surtout et de nos essences hein, que nous avons ici en Algérie, nos diverses essences arbustives, herbacées, tout. C'est très important de pouvoir les citer et de pouvoir les contrôler surtout. Alors, au sein donc, de cette direction générale, vous êtes toujours à la veille, vous veillez à ce que tout se passe bien. Oui, effectivement. La surveillance, c'est très important. Ben oui, mais merci donc pour l'invitation encore une fois. Donc, on se retrouve encore aujourd'hui, donc à 17 juin. Ouais. Donc, c'est une journée internationale qui est célébrée pour un petit peu sensibiliser la population quant à la dégradation des terres, à la désertification. Donc, les premiers chercheurs, les premiers scientifiques ont défini la désertification comme étant la dégradation de la végétation. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la végétation, c'est l'outil qui protège nos terres et pour éviter donc l'érosion de ces terres, que ce soit par érosion hydrique ou érosion éolienne. Donc, nous avons des espèces très, très importantes, une biodiversité à préserver, que ce soit, donc, comme vous l'avez dit, dans le nord ou dans le sud. Nord, dans la steppe et dans le sud. Hein, Vraiment, oui, notre vision des choses. Notre vision des choses doit changer parce qu'en fait, à l'époque, on disait que la désertification, c'était l'avancée du désert. C'est pour ça que nous avons, à l'époque, installé le projet Barrage Vert. Au niveau par de la nos steppe, militaires. Par nos militaires. Vous avez donc planté, je ne sais pas combien d'hectares. C'était sur à peu près 3 millions d'hectares. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup d'essences qui ont été plantées. Bon, spécifiquement, à l'époque, c'était le pin d'Alep parce que c'était l'espèce résistante à la sécheresse. C'était l'espèce qui était connue. Mais maintenant, la vision, elle a changé. Donc, même au niveau international, donc, la désertification, elle s'installe, elle n'avance pas. Donc, on a des problèmes de dunes. On a même les dunes côtières au niveau de nos littorales. Je pense que nos invités d'après vont parler dans le détail. Donc, nous avons au niveau de la steppe des parcours à protéger. Donc, il y a un cheptel qui est très, très important au niveau de cette région. Donc, à l'époque, il y avait la transhumance. Mais maintenant, avec la mécanisation, avec donc, les camions, avec les téléphones, donc, on ne laisse pas la terre se reposer et laisser la végétation se reconstituer.
constitué. Voilà. Ce qu'on appelle des jachères. Voilà, Laisser bien sûr les terres se reposer en jachère pour pouvoir optimiser l'année d'après ou 2 ans après tout ce potentiel. Oui, mais pour les parcours, c'est beaucoup plus la végétation pastorale fourragère pour nos cheptels. Donc à l'époque, c'était donc la transhumance. Donc le temps qu'on va dans une région, on laisse la première se reposer. Mais maintenant, les éleveurs, donc ils utilisent des camions. Donc il y a le téléphone, donc cette place elle est riche et tout. Donc on a une dégradation très accélérée, très accélérée pour la végétation. Et quand on a cette végétation qui disparaît, c'est ce qu'on appelle donc on perd le couvert végétal. Il n'y a plus de protection pour cette terre et ça provoque vraiment la dégradation et puis le déplacement des particules. Voilà, c'est exactement, effectivement. Des terres, donc après on aura le déplacement des particules ou par l'eau ou par le vent et c'est ce qui crée les dunes, c'est ce qui crée les tempêtes de sable. C'est très important, il faut qu'on en parle parce que ça provoque des maladies respiratoires, ça provoque un petit peu, ça touche l'économie du pays. Quand on a des tempêtes de sable, rien ne bouge, donc ça touche les populations. Exactement, nous avons toutes les infrastructures qui sont paralysées. Effectivement, mais il y a des avions qui sont carrément au sol parce qu'à cause des tempêtes de sable. Donc en quelque sorte, c'est l'économie du pays qui est touchée. Donc tout ça, ça peut provoquer, toucher à l'insuffisance alimentaire et la souveraineté nationale. Alors cette année, la thématique retenue justement, c'est aliments, fibres et fourrage. 3 donc à retenir. Oui, parce qu'il faut dire que c'est une chaîne de valeur, elle est reliée. Donc quand on a une terre saine, donc elle nous produit de l'aliment, ça veut dire que ce soit pour l'être humain ou pour l'animal. Et puis l'animal, il nous donne de la viande, il donne du coton, il donne un peu de tout. Et le coton, nous avons les fibres pour donc la fabrication de nos habits et tout. Cette année, la spécificité, c'est qu'on l'a relié avec l'état sanitaire du pays, donc par rapport à notre pays, au monde, avec ce qu'on vit, donc avec le Covid-19, sachant qu'après cette crise, il y aura une utilisation beaucoup plus excessive sur les produits. Donc plus on consomme, plus on demande à la terre. Donc ça veut dire on provoque indirectement la destruction de la terre. Donc nos habitudes doivent changer. Donc après le Covid, vraiment, il faut qu'on revoie nos réflexions, qu'on revoie notre feuille de route. Et exactement, ça a changé par rapport aux années précédentes. Mais il y a eu encore cette opération qui était aussi apparue, c'est la ceinture verte. Ça continue toujours, on continue toujours à planter. Oui, on continue à planter. À reboiser. À reboiser, à planter un peu partout. Là où il y a une terre nue, on continue à planter parce que l'arbre, il joue un rôle important pour la fixation des sols, pour la purification de l'eau, pour la purification de l'air, pour la séquestration du carbone. Nous devons, en tant qu'Algérie... Et l'installation aussi de certaines espèces effectivement, animales. Il y a le couvert végétal, le cortège floristique qui accompagne l'espèce. Donc quand on plante une espèce, il y a beaucoup de sous-espèces qu'on trouve en sous-étage. Au niveau de la zone saharienne, donc préserver notre agriculture oasienne, c'est très important parce que quand on a le palmier, nous avons encore les plantations en sous-étage. Donc c'est un savoir-faire qu'on doit préserver pour préserver ce qu'on peut dire en ce moment, c'est que notre agriculture saharienne va très bien. Il y a eu donc beaucoup d'agriculteurs qui ont lancé ce pari de pouvoir réussir à planter et de faire de l'intensif, même dans le sud du pays, et ça a très bien donné. Avec une agriculture moderne, l'irrigation, le goutte à goutte, etc. Effectivement, c'est des méthodes qui ont permis quand même d'avoir une production économique très importante. Les agriculteurs, donc, ils sont juste... on est censé encourager l'agriculture biologique pour éviter qu'il y ait la pollution de la nappe phréatique au niveau du sud. Et pour que l'alimentation soit saine, donc je pense que c'est ce qui est en train de se faire. On a visité au courant de la semaine passée un projet, une ferme, moi je dirais une ferme exemple, c'est l'Ami de la nature. Donc c'est un éleveur artisan. Il a créé lui-même son propre parcours. C'était à l'époque une dune de sable qui a été traitée, qui a été restaurée à l'époque du barrage vert. Donc c'est au niveau de la wilaya de Msila. À l'époque du barrage vert, donc on a traité cette dune. On a restauré un petit peu le territoire. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en train de faire de l'agriculture biologique. Donc nous avons quand même une alimentation saine. Et donc le monsieur, il a créé son propre pâturage. Donc il a un petit
peu réduit le pâturage dans les parcours, donc il a sa propre ferme. Il a son élevage qui est en train de consommer du bio. Il a utilisé de la luzerne, c'est une espèce qui donne un bon lait et qui un petit peu restaure les terres. Et il utilise le fumier de ces animaux pour restaurer les terres. Et on a un lait bio, du fromage bio, et le coton, il est utilisé pour les bournous, pour les tapis, pour tout ce qui se fait à Msila comme produit du terroir. C'est une chaîne de valeur. Voilà, une agriculture bio, écologique. Écologique, donc on a des savoir-faire. À circuit fermé. À circuit fermé. Même au sud, on avait moi je donne des exemples, c'est pour un petit peu sensibiliser la population et dire que la désertification, c'est pas le désert. Voilà, ça peut être à notre porte. Nous sommes bien sûr dans les régions urbaines aujourd'hui, mais aujourd'hui beaucoup s'intéressent, reviennent à l'agriculture, veulent avoir des petites plantes au niveau de leurs parcelles, leurs petites parcelles. Et quand on voit, c'est vrai, une terre vide, sans arbres, sans plantes, sans rien du tout, c'est dommage, c'est du gâchis. C'est du gâchis, effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça que notre secteur, on a lancé au mois d'octobre passé un nouveau programme, donc un programme national de reboisement sur tout le territoire. Donc on a avancé quand même, à ce jour, on a planté plus de 11 millions de plants qui sont mis en terre. Et il y a tout un autre projet qui est en cours pour la prochaine campagne au mois d'octobre. Donc il faut vraiment qu'on reste sur nos habitudes et planter, quelle que soit l'espèce. Et surtout sauvegarder ce que nous avons de plus précieux déjà. Nos couverts, le couvert végétal, nos forêts, nos étendues aussi forestiques. La lutte contre quand on parle de désertification, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour gérer durablement ce phénomène. Ça veut dire la lutte contre la désertification, elle passe par 3 étapes. La première étape, c'est préserver ce que nous avons. Ça veut dire c'est préserver nos forêts, préserver nos oasis au niveau du sud. Nous avons des savanes d'acacia, d'arganier. Tout ça, il faut le préserver déjà. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est restaurer ce qui est partiellement dégradé suite au feu de forêt, suite au surpâturage, suite aux coupes illicites, au package. Il y a beaucoup de délits. Nous avons enregistré plus de 5000 délits cette année. On a élaboré plus de 5000 PV. Vol aussi, d'arbres aussi, coupe illicite. Il y a coupe illicite, il y a beaucoup de délits pour vous dire quand même que notre secteur intervient à chaque fois pour vous êtes préserver sur le terrain, ce vos territoire. Agents sont sur le terrain pour pouvoir surveiller et surtout agir et condamner. Eh bien oui, et nous avons des missions. Donc nous, on est censé établir nos PV et puis nous avons ceux qui sont chargés de la justice pour les appliquer. Ça, c'est une phase de prévention. Et la deuxième étape, oui, on doit restaurer. Donc il y a plusieurs programmes qui sont mis en place pour les reboisements, pour les plantations, parce qu'en fait, préserver la terre, c'est la forêt, c'est une agriculture bien réfléchie, intelligente, c'est une agriculture très intelligente. Il faut rappeler que la terre, quand elle est dépourvue justement de ses plantes, ses racines, ça l'appauvrit et ça la rend plus fragile. Elle produit plus. Donc nous, ce qui est le message de cette année, c'est un petit peu de consommer durablement. Même l'Algérie, elle a mis en place son plan national de consommation durable. Donc il y a plusieurs actions qui sont définies. Il faut aller vers l'utilisation de l'énergie renouvelable, il faut aller vers l'énergie, la consommation circulaire. Donc il faut réduire nos consommations, il faut réduire nos gaspillages dans tous les domaines. Donc il y a beaucoup de choses beaucoup d'habitudes qu'on peut changer. Et on est dans l'obligation de les changer vu cette Et vous êtes dans la sensibilisation beaucoup plus aussi, à travers des actions au quotidien avec la population. Oui, nous avons, par exemple, au niveau des parcs nationaux, nous avons carrément des départements de sensibilisation. Au niveau des conservations, nous avons installé des cellules de communication. Nous avec avons les enfants aussi. Avec les enfants, on fait des classes vertes, des classes bleues par rapport au littoral, où nous avons du littoral au niveau des wilayas. On essaye à chaque fois de sensibiliser la population par rapport à ce phénomène et dire que la désertification en Algérie, elle est classée comme un risque majeur. Un risque majeur, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on surveille. Il faut des systèmes d'alerte. D'ailleurs, l'Agence spatiale algérienne, elle a mis en place, il y a tout un système de surveillance de l'avancement de ce phénomène, de la dégradation des terres. Donc la terre, elle est reliée donc, à notre sécurité alimentaire et la souveraineté de notre pays. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations.
sensibilisation et puis surtout le travail énorme que vous faites sur le terrain avec toutes vos équipes au niveau donc, de la Direction Générale des Forêts et au niveau de toutes nos forêts avec les gardes forestiers aussi qui travaillent quotidiennement. Merci beaucoup Madame Faltas. Je rappelle, vous êtes donc sous-directrice de la lutte contre la désertification au niveau de la Direction Générale des Forêts. Bonne journée et surtout bonne fête parce que aujourd'hui c'est une journée particulière à célébrer, surtout à informer et à diffuser à travers et puis nous avons une journée demain pour célébrer la journée d'aujourd'hui. Ça sera demain, ce sera une journée d'information sur ce phénomène. Et puis on aura des résultats de tous les travaux qui ont été menés sur terrain par nos chercheurs. Très bien. Ben, merci beaucoup et bonne chance, bon courage. Merci. Et au plaisir de vous revoir pour une autre thématique. On continue, on va s'intéresser cette fois-ci à notre littoral. Et cette fois-ci, on va recevoir donc Hamid Belkacem et son invité. Mais juste avant, je vous invite à suivre ce reportage signé Siham Knouch qui nous parle de l'interdiction de la baignade au niveau donc, de la plage de Gouraya. La ville de Gouraya, à l'ouest de la wilaya de Tipaza, une destination d'habitude très prisée par les estivants, la pandémie a voulu que cette fois-ci, ces plages restent vides. Des plaques ont été préparées indiquant que la baignade est interdite. Les plaques interdisant la baignade vont être installées, mais en même temps, nous sommes prêts pour un éventuel déconfinement. Nous avons déjà réorganisé les parkings, par exemple. Les autorités locales ont préféré étudier toutes les éventualités, déconfinement ou pas. Les plages de Gouraya ont été toutes bien nettoyées. On a entamé plusieurs actions de volontariat pour la préservation et la propreté des plages. On a posé des plaques d'interdiction à la baignade jusqu'à nouvel ordre. Une auberge de jeunes au cœur de la ville ouvrira ses portes à ceux qui choisiront Gouraya comme destination de vacances dès que le déconfinement aura lieu. Comme on connaît Gouraya, c'est une ville touristique très attirante. Par rapport à ces plages, c'est une meilleure plage de la région. On a une capacité de 60 lits, on a 12 chambres en moyenne de 5 lits par chambre. Le potentiel touristique de la ville de Gouraya est important. Elle saura, comme d'habitude, satisfaire ses visiteurs avec ses belles plages et ses forêts enchanteresses. Voilà, j'espère qu'on aura le plaisir et la chance de pouvoir se baigner cette année. Hein. Eh bien, nous allons parler donc de baignade, nous allons parler aussi de protection de notre littoral et surtout donc de ces courants dérivants. C'est avec notre ami Hamid Belkacem. Bonjour Hamid. Bonjour Amal, bonjour à tous. Bienvenue parmi nous. Oui, c'est bien de voir la mer. Oui, il faut juste organiser l'espace marin. Voilà. Et vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui, vous êtes venu avec un invité, un spécialiste en la matière, justement. C'est monsieur Yassine Hamden, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes enseignant-chercheur en géosciences marines à l'université de Babzoua. Voilà. Enchanté. Bienvenue en tout cas parmi nous. On va faire le lien avec la désertification. Il y a du sable. Oui. En fait, c'est relié. Hein. C'est relié. Vous savez, juste une parenthèse pour dire, c'est bien de fêter la journée mondiale de lutte contre la désertification, mais juste en précisant une chose, de toutes les conventions nées du sommet de la Terre de Rio en 1992, la convention de lutte contre la désertification est la plus pauvre. C'est celle qui a reçu le moins d'argent, le moins d'importance, on en parle très rare. C'est la première menace planétaire, bien avant tout ce qui est changement et bouleversement climatique. Et l'impact elle est plus importante que la fonte des glaces? Elle est plus importante en termes de... Parce qu'il y a un impact direct sur le sol, sur la capacité, lorsque vous perdez le couvert végétal, lorsque, juste à titre d'exemple, il y a 1541 communes en Algérie, on est à 1000 communes sur les 1541 déjà désertifiées et d'autres qui sont menacées. C'est juste pour dire. Et on fait le lien, bien sûr, avec la mer, la saison estivale. Quand vous avez la désertification, en fait, ce n'est pas le désert qui avance, c'est le désert qui s'installe. Et le désert s'installe un petit peu partout. D'abord parce qu'il y a le vent, qui est un vecteur. Il y a le fait qu'il y ait beaucoup d'urbanisation anarchique. Il y a des incendies de forêt, donc vous pouvez avoir sur les massifs de la wilaya de Bouira quelques dizaines d'hectares désertifiés parce qu'on n'a pas su replanter, reboiser après les superficies parcourues par le feu. Il y a le surpâturage. Il y a le surpâturage, il y a l'urbanisation, le package, l'absence de mise en défense. Quand vous allez du côté du sud de la wilaya de Tiaret, il y a le désert qui s'est déjà installé. Et quand vous avez sur le littoral, comme va nous l'expliquer monsieur le professeur Yassine Hamden,
les dunes sont en train d'envahir l'intérieur des terres. Les dunes du littoral, le professeur Hamdan. Oui. Effectivement, donc on parle de risques côtiers. Et parmi les risques côtiers, on a le phénomène de submersion marine, qui est l'avancée de la mer, enfin qui est l'inondation provisoire ou temporaire de la côte. On a aussi l'érosion côtière et on a, ces dernières années, on remarque considérablement l'avancée des dunes qui menacent les terres agricoles et les parties intérieures de l'arrière-pays. Donc voilà, donc c'est un constat, donc on peut l'observer facilement à travers les images satellites. Donc il suffit d'aller sur Google Earth et voilà, vous allez dans l'historique, vous allez voir, en faisant une balade sur Google Earth, vous allez voir qu'il y a ce phénomène-là qui commence à s'installer. On peut donner des exemples précis, peut-être? Oui. Par exemple, il y a les dunes de, je pense, entre Chott et Annaba, donc c'est assez considérable. C'est flagrant. Oui, c'est flagrant et on commence il commence à s'installer d'une manière qu'on peut qualifier d'inquiétante. Donc voilà. Donc il y a d'autres risques aussi, qui est l'érosion côtière, peut-être qu'on va en parler. Il y a la submersion marine aussi. Donc tout cela, ces dernières semaines, on a vu ces perturbations météorologiques qui sont naturelles. Bon, elles sont un petit peu déréglées par rapport au changement climatique, mais l'aléa, il est là, donc c'est à nous d'agir en vue d'augmenter notre résilience face à ces menaces. Alors, lorsqu'on parle d'avancée du cordon dunaire vers l'intérieur des terres, qu'est-ce qui fait que les dunes qui sont sur la plage avancent vers l'intérieur des terres? Principalement, c'est l'homme. C'est l'homme. Quand on occupe la côte d'une manière anarchique et on ne respecte pas son côté naturel et sa dynamique naturelle, automatiquement, la réponse, c'est la recherche d'équilibre. Et la recherche d'équilibre passe par l'avancée, passe par l'érosion, passe par une perturbation. Et voilà, par exemple, quand on occupe, par exemple, un champ dunaire et on sait que les cordons dunaires, par définition, c'est le bouclier côtier. Vous savez, les pays, par exemple, on prend les pays, par exemple, les Pays-Bas. Là, faudra-t-il maintenant définir qu'est-ce qu'un pays bas? On parle de la Hollande, mais il y a certaines côtes en Algérie qui commencent à devenir de plus en plus basses. Il y a des portions du littoral qui sont sujettes à... oui, il y a des côtes maintenant qui étaient protégées par le cordon dunaire. Maintenant, étant donné que le cordon dunaire il est agressé, donc il est en train de se dégrader, donc automatiquement la côte n'a plus ce bouclier de protection. Par définition, le cordon dunaire, c'est un bouclier, c'est un rempart de protection contre la submersion marine. Et si vous On peut définir juste la submersion marine pour nous. La submersion marine, elle diffère de l'élévation contemporaine du niveau de la mer. Parce que généralement, quand on parle de l'élévation du niveau de la mer, on parle de quelques millimètres par an. Mais là, il ne s'agit pas de ce phénomène-là, qui est l'élévation relative du niveau de la mer. Il s'agit d'une inondation carrément de la côte. Et c'est spectaculaire, c'est inquiétant. On l'a vu en Asie, on l'a vu... non, on l'a vu en Algérie. Chez nous, on n'en parle peut-être pas souvent. Oui, on a, par exemple, j'espère qu'on a ce qui s'est passé, par exemple, en 2010 à la Madrague, par exemple. Djamila, dans la wilaya d'Alger. C'était un météo-tsunami, donc Dieu merci, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de... Mais l'aléa, elle est là. Donc, alors, vous avez utilisé un terme, peut-être qui n'est pas très répandu, professeur Hamdan, si vous permettez. Météo-tsunami, c'est quoi? Donc, météo-tsunami, c'est l'élévation, c'est une onde, c'est l'élévation du niveau, c'est un gonflement. Voilà, c'était le météo-tsunami du 11 septembre 2010. Donc, non, c'est l'autre photo peut-être que vous avez... C'est une tempête. C'est une tempête à Temenfoust. Temenfoust. Mais il y a d'autres photos, par exemple, où on voit la mer, le gonflement de la mer. Ça, c'est un phénomène naturel, donc on appelle un météo-tsunami. C'est un tsunami qui est induit par des facteurs météorologiques. Oui. En fait, c'est quoi? C'est la pression exercée sur la surface de l'eau qui génère une vague. C'est comme si, vous savez, la pression atmosphérique, donc pour faire simple, la pression atmosphérique, elle exerce, on va le dire, pour que tout le monde le comprenne. Donc une pression qui s'exerce sur le plan d'eau, et quand vous avez une pression qui s'exerce dans une part, vous allez automatiquement une montée d'autre part. Donc voilà, donc une pression atmosphérique qui est plus importante au large, automatiquement à la côte, il va avoir une élévation. Donc cette élévation peut se traduire par une submersion
Et on a vu, par exemple, il y a des vidéos sur YouTube, par exemple, où on voit l'inondation du port de Christelle à Oran. Donc voilà, c'est des phénomènes naturels, donc sans rentrer dans l'alarmisme, parce que c'est des phénomènes naturels. Rare ou ils deviennent de plus en plus fréquents? Vous savez, justement, c'est parce que... Voilà, ça c'est le météo tsunami qui a eu lieu au niveau du port d'El Jamila en date du 11 septembre 2010. Ils étaient rares. Ils étaient rares, mais depuis ces dernières années, on commence à les observer d'une manière plus fréquente. Voilà. Et je pense que cela est dû aussi, plutôt principalement au changement climatique. Voilà. Oui, allez-y, Amel. Rien à voir avec les marées hautes, marées basses, etc., qu'on observe ailleurs? Nous sommes un pays qui n'a pas vraiment ce qu'on appelle microtidal. Donc il y a microtidal, par exemple la marée, le basculement vertical. Par exemple, on prend la mer du Nord, c'est 7-8 mètres de basculement. Les ports se vident naturellement. Vous avez la marée basse et la marée haute. Chez nous, c'est 20-15 cm. Donc c'est pas vraiment important. Mais justement, c'est parce que nous n'avons pas ce phénomène de marée que c'est facile à faire comprendre aux citoyens. Quand vous voyez le niveau de la mer qui baisse d'une manière spectaculaire ou bien qui monte, ça veut dire que ce n'est pas la marée parce que nous n'avons pas une marée importante. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'éviter de se promener sur les quais, par exemple. Et là, si vous permettez, notre côte, il n'y a pas de panneau de signalisation, par exemple. Et les panneaux pour informer. On le voit, il y a une subversion sur le parking du port d'El Jamila. C'est toujours le... Encore une fois, c'est des phénomènes naturels, donc on peut vivre avec, mais à condition que nous soyons déjà de ne pas rentrer dans l'impréparation. Et la préparation passe tout d'abord par l'observation. C'est ça. Mais peut-être vous êtes avertis. C'est ça. Pour répondre à la question d'Amel tout à l'heure, est-ce qu'ils sont nombreux, est-ce qu'il y a une récurrence ou pas? Il faut encore faut-il se doter d'un réseau de surveillance du littoral pour voir est-ce qu'il y a, oui ou non, des submersions. Quand c'est flagrant comme ça sur un port au niveau de la wilaya d'Alger, mais il y a parfois des portions du littoral qui subissent des submersions marines, mais qui ne sont pas visibles parce que c'est en plein hiver sur le littoral de Mostaganem. Il faut rappeler que c'est aussi des phénomènes naturels, donc c'est comme les tremblements de terre, on ne peut pas aussi les voir venir. D'où l'importance d'observer. Et l'observation passe soit par une instrumentation, mais aussi il y a une partie prenante à ne pas oublier, c'est le citoyen. Donc il faut intégrer le citoyen dans le système, dans l'observatoire. Comment? Par exemple, il y a des pays qui excellent dans ce domaine-là. Par exemple, ils mettent des supports avec pour leur caméra, enfin pour smartphone, et puis ils prennent des photos, et puis comme ça, les scientifiques ils envoient à travers des codes QR, et les scientifiques traitent cela dans les laboratoires. Voyez, donc, c'est des observations citoyennes. Citoyennes. Donc on a un double objectif, la donnée, l'observation, et on a aussi la préparation du citoyen. Donc voilà, ça on peut le faire, il est grand temps de le faire. Voilà, et aussi... C'est très important parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de phénomènes à travers le monde, on a vu des érosions spectaculaires, des régions carrément qui se sont effondrées, des maisons, des hôtels aussi qui se sont effondrés. La mer avance maintenant, c'est plus le désert. Vous savez, l'effondrement, on l'a vécu par exemple en Algérie, en 2013 je pense, 2013, on a fait un cours sur la falaise de Intaï qui s'est effondrée. Alors qu'avant, on parlait du risque d'effondrement des falaises. Donc peut-être qu'il n'y avait pas on ne nous prenait pas peut-être au sérieux, mais quand il y a eu, heureusement, il n'y a pas eu mort d'homme, mais ça, maintenant, ce cas-là est devenu un cas d'école. Donc, je pense que l'une des solutions aussi, c'est d'éviter tout simplement d'occuper la côte. Donc on a un pays... D'ailleurs, il y avait une interdiction de construire au niveau des côtes. Il fallait donc dégager les côtes. C'était une loi. On n'avait pas le droit de construire. C'est la loi du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral. 2002, ça fait un peu plus de 18 ans. Et nous avons des instruments à travers le Commissariat national du littoral qui est installé et tout. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand vous êtes sur la route, vous ne voyez pas du tout la mer. On est à la rue Didouche Mourad ou sur la route nationale numéro 11, de la même manière. On construit du côté de la mer, pied dans l'eau, alors que c'est interdit depuis 2002. Donc à un moment donné, il faut crier, il faut dire basta, il y en a marre. Il faudrait
appliquer les lois de la République et que chacun puisse Bien prendre sûr. ses responsabilités. Tout à fait. Si vous permettez, moi j'ai vu des cas où le run-up, enfin les vagues, quand justement il y a le gonflement de la mer, les surcotes, on a vu que le run-up, enfin l'assaut des vagues, se faisait directement sur les habitations. Oui. Donc là aussi, faudra-t-il peut-être réfléchir au recul stratégique. Donc il faut peut-être délocaliser, penser à des solutions par rapport à ça. Parce que là, s'il y a une submersion marine, donc on peut avoir des dégâts. En fait, humain et matériel. Et matériel, et puis il y a le manque à gagner. Le littoral, en fait, il faut le dire, c'est vrai que l'Algérie en général tourne le dos à la mer, mais aussi l'Algérien tourne le dos à la mer. Quand on parle de valorisation du littoral, c'est tout au long de l'année, c'est pas uniquement durant la saison estivale. On peut faire beaucoup d'activités parce que le littoral, c'est une source de richesse, c'est une source d'emploi. Le tourisme, les loisirs, on peut faire des jeux. Vous n'arrêtez pas, vous, en tant qu'association. Oui, on travaille tout au long de l'année. Tout au long de l'année. C'est juste pour dire que le littoral est à valoriser parce qu'il peut constituer réellement, dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie bleue, au moins, un tant soit peu, une alternative aux hydrocarbures. C'est ça. Parce que sur le littoral, on peut réaliser un certain nombre de choses. Encore faut-il se doter des instruments de mesure dont parlait le professeur Hamden pour pouvoir observer afin de valoriser le littoral. Exactement. Donc, on va le regarder, c'est vrai, en tant que milieu naturel à protéger, mais aussi en tant que patrimoine économique qu'on peut valoriser d'une manière durable. Voilà, par exemple, on parle de la côte uniquement à partir du mois d'avril. On commence à parler donc de la saison estivale. Alors qu'il y a des sites qu'on peut valoriser le long de l'année. Il y a des falaises, il y a les sentiers côtiers. Vous savez, on n'a rien fait par rapport à la valorisation actuellement. Vous savez, si on valorise la côte, vous allez voir, on parlera plus peut-être de pétrole, Juste à titre d'exemple, et c'est peut-être pas le meilleur exemple en termes d'aménagement, ce qu'on appelle la promenade des Sablettes est occupée tout au long de l'année. Il a suffi d'aménager un espace. Peut-être pas d'une manière durable, mais ça reste, c'est quand même une expérience. Il faut faire ce retour d'expérience avec des spécialistes pour voir est-ce que c'est une expérience à renouveler dans l'espace et dans le temps ou utiliser d'autres formes d'aménagement beaucoup plus doux, professeur Hamden, pour essayer d'amener les gens pour aller vers le littoral, parce qu'en y amenant les gens, on peut créer une microéconomie liée aux activités qui se pratiquent sur le littoral. Il faut rappeler que notre Méditerranée est magnifique, nos plages sont magnifiques, le sable, etc. Donc il faut valoriser cette richesse pour pouvoir dire, voilà, nous aussi, nous pouvons bénéficier donc de cette belle nature, encore une fois. Oui, effectivement. Donc là, on parle de l'économie bleue. Quand on exploite les ressources locales, tout en pensant au développement durable, c'est l'économie bleue. Il y a aussi nous, on tourne déjà le dos par rapport à cela, à la côte. Par exemple, on se balade sur la rue d'Islay, on est à quelques mètres du rivage, mais on ne sent pas la mer, même culturellement. Donc là aussi, il y a un travail culturel, un effort culturel à faire. Et je pense qu'il faut traiter de cette question d'une manière très sérieuse. Et moi, je pense que la valorisation de la côte, parce qu'on parle souvent de la protection, on nous dit, voilà, vous protégez, mais on doit exploiter cette ressource. D'autres pays ont fait cette expérience. Ils ont échoué quelque part, mais nous, l'avantage, c'est que nous avons le retour d'expérience. C'est cela. On ne va pas copier en faisant les mêmes erreurs. Mais il faut agir maintenant. C'est bon. Il faut agir maintenant. Voilà. Il y a la surexploitation et puis surtout l'exploitation à travers donc, le tourisme, qui est un tourisme de masse aussi, qui n'est pas bon pour bien sûr la nature. Par exemple, construire un peu trop d'hôtels au niveau donc, des zones côtières, c'est très mauvais là encore. Vous savez, le tourisme de masse, qui dit tourisme, hôtel, mais qui dit hôtel ne dit pas forcément au bord de l'eau. Qui est dans l'eau. Voilà. Vous savez, quand vous construisez par exemple à 300 mètres, à 400 mètres, à 500 mètres, et aménager les accès à la plage d'une manière douce, avec des méthodes douces, et ben vous allez laisser la côte respirer tout en valorisant la côte. Et en plus,
Vous savez, il y a des sites aussi, il y a des sites sur la côte algérienne, vous savez. Nous avons Skikda, Stranam, etc. Vous voyez, là aussi, si vous permettez, on parle, on oublie injustement les côtes dures et les côtes à galets. Les falaises et les criques. Et les criques et les galets. Vous savez, on a l'impression que quand la plage elle est à galets, on a l'impression qu'on n'a pas de chance. Alors que les pays développés, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des mairies, par exemple, qui n'ont que des plages à galets. Alors, rentrez dans les sites de communes, vous allez voir, leurs communes, vous allez voir comment ils présentent les galets. Le galet, c'est un élément contre l'hypertension, quand il soulage. Donc voilà. Alors que nous, et le sable, ça salit. Oui. Donc, le pour et le contre. Le pour et le contre. Donc, on peut exploiter toutes les côtes qu'on a. Hein. Autrement dit, les plages sableuses. Et qui sont plus vulnérables. Hein. Bon, toutes les côtes sont vulnérables, mais les plages, déjà, elles ne sont pas fréquentes sur toutes les côtes du globe, mais on peut exploiter annuellement les autres, toutes les côtes qu'on a. En fait, c'est un débat, il faut toujours faire participer les spécialistes en la matière. Est-ce-qualité. Au jour d'aujourd'hui, on dit, OK, la baignade est interdite. Partout, pratiquement à travers le monde. Voilà. Il y a des pays qui ont adopter ce qu'on appelle la plage dynamique. C'est quoi une plage dynamique? Vous rentrez, vous piquez une tête dans l'eau, vous ressortez, vous marchez encore 100 mètres, vous piquez une autre. Il y a interdiction absolue de mettre sa serviette sur la plage et de bronzer. Donc on peut aller nager et revenir. C'est une plage dynamique. On peut ne pas se baigner, mais avoir des activités. On peut faire du frisbee, on peut construire des châteaux de sable sur la plage sans avoir à se baigner. Il y a tellement d'activités aquatiques et subaquatiques. Ce sont des sorties aérées pour les plus jeunes, mais bon, il y a des spécialistes de l'aménagement du littoral, il y a des spécialistes de l'aménagement côtier, il y a des spécialistes de l'exploitation, de la gestion durable des plages. Donc l'interdiction en elle-même, on va toujours essayer de la contourner. Or, il faut faire avec. Il faut que ce qu'on appelle les plagistes deviennent les guides du littoral. Et parce qu'ils tirent leurs recettes, leurs revenus, ils ont 3 mois dans l'année. Ils ne font absolument rien. Et pendant ces 3 mois de l'année, il va falloir les associer. C'est un partenariat gagnant. Les associer. D'abord, c'est leur quartier, c'est leur espace de jeu. C'est à eux, avec une petite formation de 2-3 jours, avec une tenue, avec le sourire, avec l'élément féminin qui doit être associé aussi pour servir de guide à toutes ces familles qui viennent profiter du littoral. Après, techniquement parlant, il y a une commission qui fait du bon boulot du côté du ministère de la Santé pour savoir est-ce qu'il y a possibilité ou non d'aller piquer une tête, d'aller se baigner. Mais on peut passer une journée très agréable sur le littoral sans avoir à se baigner. Tout à fait. En tout cas, il y a de belles choses à faire. Hein. D'ailleurs, ailleurs, on ne les appelle pas les plagistes, mais les beach attendants, c'est l'accueil de plage. Oui, voilà. Donc, ce sont des stewards et des hôtesses de plage. Oui. Actuellement, on peut les former, les valoriser, et puis ils vont travailler le long de l'année. Exactement. C'est une belle reconversion. Voilà, une belle reconversion. Et aussi, il faut qu'on regarde autrement le littoral. D'abord, le littoral appartient à tous les Algériens. Et donc, lorsque des gens qui habitent le sud peuvent venir durant les vacances d'hiver, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Au mois de décembre, il y a des journées quasiment de plage, mais encore faut-il qu'il y ait justement ces guides et on va pouvoir... Le littoral est créateur de richesses tout au long de l'année. Il faudrait bien l'accepter. Et l'utilité publique, l'interdiction absolue de construire sur le littoral, on peut faire des petits aménagements avec du bois. Et ce sont des aménagements saisonniers. Et parce que ce sont ces aménagements qui vont ramener la richesse, qui vont créer une microéconomie locale. Et donc il faut un débat. Il faut qu'on fasse... confiance à ceux qui ont l'expertise nécessaire. Tout à fait. Il y a beaucoup d'artisans aussi qui travaillent avec ce genre aussi de recyclage, donc de bois, de petites coquilles, de petits coquillages, etc., qui font des merveilles. On a pu les voir et c'est aussi l'occasion de valoriser encore ce travail-là, l'artisan. Oui, ça, on revient encore une fois à l'économie bleue. C'est l'utilisation des compétences et des moyens locaux, toujours dans le cadre du développement. Les classes bleues, les classes vertes aussi. Enseigner aux enfants ce que c'est qu'un littoral, avec bien sûr ses difficultés, ses avantages aussi. Exactement. Vous savez, dans l'économie bleue, il y a des pays qui ont été jusqu'à... collecter, récupérer des bouteilles en verre, les mettre dans une plage ou une crique à forte dynamique marine. Ils vont se briser, ils vont récupérer
ces bris de verre pour pouvoir les utiliser entre guillemets en tant que... C'est façonné par l'érosion. On adorait trouver des bouts de verre voilà. qui ont été polis par la mer. Mais c'est une activité lucrative pour pouvoir installer ça dans des aquariums. Et donc on va pouvoir commercialiser ça avec des produits ici du recyclage. Les idées, c'est pas ça qui manque. Il faut juste faire confiance et puis encadrer les bonnes volontés. Nous avons des jeunes qui ont énormément d'idées. Moi, je suis contre tout ce qui est interdiction absolue. Mettons-nous autour d'une table. Faisons un partenariat gagnant-gagnant entre les associations, le monde de l'université et les jeunes qui ne demandent qu'à travailler et à gagner honnêtement leur vie. Exactement. On a eu beaucoup d'exemples sur nos plateaux. Si vous permettez, par rapport à ce sujet, par exemple à l'université, on a des masters, on a des étudiants qui sortent avec des diplômes de licence et de master et qu'on doit valoriser, qu'on doit aider pour travailler sur le terrain réellement. Exactement. On forme des spécialistes qu'il faudra maintenant mettre sur le terrain et valoriser sur le terrain. Donc, leur faire confiance, leur donner la chance de prouver ce qu'ils ont appris. Monsieur Boursem, il a parlé d'une expérience par rapport à l'utilisation, à l'éventuelle utilisation de recyclage du verre pour les petits galets. Au laboratoire, on est en train de mener une expérience justement dans ce sens pour voir le temps de séjour nécessaire. Il y a énormément d'efforts qu'on est en train de faire et aussi par rapport aux produits de l'université. Donc, il faut l'exploiter. Le valoriser. En fait, oui, bien sûr. Le trésor public, qu'est-ce qu'il fait chaque année? On vient d'avoir une loi de finances complémentaire. On vient d'avoir tout un programme de la recherche scientifique qui est passé, ça fait quelques jours au Conseil des ministres. L'État investit énormément d'argent dans la recherche scientifique. Mais il faudrait qu'après, qu'il y ait un retour sur investissement. On investit dans des facultés, dans des laboratoires spécialisés, on forme la ressource humaine. Une fois que cette ressource humaine est formée, qualifiée, habilitée à créer et de l'emploi et de la richesse, elle est mise de côté parce que notre économie, les mécanismes nécessaires, voilà. les mettre en place. Voilà, les arrangements nécessaires. C'est pour ça. Merci d'avoir à en parler, parce que c'est de là que naissent. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Les grandes rivières, tout à fait. Et parler, bien entendu, aussi donc, de nos fonds marins, c'est très important. Et de parler aussi de ces courants, des vents. On en a parlé. Oui. C'est vrai qu'on aurait pu en parler aujourd'hui longuement. Là, on a pris plus de temps à parler. On va en parler la prochaine fois. Voilà, nos côtes. Oui. Voilà. Nos côtes, les courants qui charrient, on peut faire une surveillance. Lorsqu'on met en place les sciences de la mer, on met en place un système d'observation et de surveillance du littoral pour pouvoir, y compris, traquer les déchets plastiques. Tout à fait. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Pour toutes ces belles paroles autour donc, de notre littoral. C'est encore une fois un patrimoine très important à préserver. Je rappelle aussi notre invité, M. Yassine Hamdan, qui est enseignant-chercheur en géosciences marines à l'Université de Belzouar. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, nous avoir donné toutes ces informations qu'on ne connaissait pas, qu'on n'était pas très... avec lesquelles on n'est pas très familier. Aujourd'hui, on saura que la pression exercée sur la mer va provoquer bien sûr un débordement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. Hamid, merci. Mercredi prochain. Mercredi prochain, rendez-vous pris. On sera peut-être pied dans l'eau, on va parler aussi de la mer. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous allez nous donner envie d'aller faire un plongeon. Ou une balade. Voilà, ou une balade. Merci bien. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci. Et on continue notre programme. Je vous invite à suivre ce reportage. C'est le portrait de 3 professeurs, chercheurs qui exercent à l'étranger. Il s'agit donc du professeur Kamal Sanhaji, le professeur Lies Zerhouni et le professeur Smail Masbah, au micro de Yanis Neit Belqasem. Connu pour ses réalisations importantes dans la médecine, professeur Kamal Sanhaji est né à Alger en 1954, titulaire d'un doctorat de la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon. Il est également docteur d'état des sciences de l'université de Lyon 1. Par ailleurs, professeur Sanhaji a occupé le poste de directeur de recherche en immunologie au CHU de Lyon, où il a obtenu le brevet d'invention pour le traitement génétique du sida aux États-Unis. Il a exercé dans plusieurs laboratoires en France. En 1995, il est derrière la création du centre de recherche scientifique biotechnologique à Alger. En 2002, il devient membre de l'Assemblée populaire nationale jusqu'à 2007. Kamal Sanhaji a été honoré du titre de chevalier de l'Ordre national du mérite du ministère algérien de la Santé en 1999. Il est auteur de plusieurs ouvrages en médecine, sans compter ses recherches scientifiques qui se comptent par centaines.
Professeur Elias Zerhouni, conseiller spécial de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, est né à Nedroma dans la wilaya de Tlemcen. Il décroche un doctorat en médecine à l'université d'Alger en 1975. Après son résidat en radiologie diagnostique à l'université Johns Hopkins aux États-Unis, il devient résident en chef, puis professeur adjoint en 1979 et par la suite professeur associé en 1985 dans la même université. Entre 1981 et 1985, Elias Zerhouni rejoint le département de radiologie à l'Eastern Virginia Medical School. En 1988, il est nommé directeur de la division IRM de Johns Hopkins et devient président du département Russell Morgan et reste en parallèle vice-président avant d'être désigné comme doyen de l'école en médecine de cette même université. En 2002, le président George Bush le nomme comme président du National Institute of Health, autorité régulatrice de la recherche médicale. Il est élu membre de l'Académie nationale de médecine en 2010 et de l'Académie des technologies en 2013. Quant au vice-président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Smail Msbah, qui est aussi membre du comité scientifique de suivi de la pandémie du Covid-19 en Algérie, il est un éminent professeur spécialisé des maladies infectieuses, natif de Sétif en 1951. Il obtient son doctorat en 2006. En 2018, il est nommé président de la Société algérienne d'infectiologie et devient président successivement de plusieurs comités nationaux de la lutte contre les menaces sanitaires et potentielles épidémiques et les urgences sanitaires de portée internationale entre 2015 et 2017. Au plan international, Smaïd Msbah a été membre du conseil exécutif de l'OMS de 2016 à 2017 et membre du panel d'experts de l'ONU-SIDA. Voilà, en tout cas, de retour sur le plateau avec ces chercheurs. On continue à parler de nos chercheurs, nos savants et surtout toutes les personnalités qui travaillent en intelligence pour notre pays. Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Ahmed Grigarsen. Bonjour. Bonjour Amel, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment ça va? Alhamdoulilah, et vous-même? On va parler de nos chercheurs, on va continuer justement à s'intéresser à ces têtes pensantes. Exactement. Et surtout ces personnalités qu'il faut valoriser. Valoriser leurs travaux, valoriser aussi leur personnalité, surtout, et les faire connaître à un plus large public. Encore une fois, ils n'ont pas besoin de nous, nous avons besoin d'eux. On fait appel à ces gens parce que c'est des repères, c'est des références. Et aujourd'hui, on va parler d'une grande référence. En fin de compte, à chaque fois, je découvre. On connaît, mais on ne connaît jamais assez les itinéraires et les trajectoires de ces grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Cette fois, on va rendre hommage à toutes les blouses qui nous sauvent la vie, donc multicolores, les blouses qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les services, blanches, qu'elles soient blanches ou vertes ou roses, ou toutes les blouses, en choisissant de parler du grand professeur Ahmed Arwa. Donc, en premier, je remercie son fils, Si Mahmoud, qui m'a aussi bien aiguillé, exactement, permis de retracer, parce qu'en écrivant son dernier livre sur son père, donc il a édité la collection poétique de son père, il a fait une très très belle biographie de son père, il a retracé la trajectoire poétique et bien sûr, c'est la vie aussi, à travers ses poèmes, c'est la vie. Et aussi, je dois remercier le professeur Saïd Chiban aussi, qui m'a aussi encouragé et qui m'a donné aussi quelques informations sur le professeur Ahmed Arwa. Il y a un autre qui s'est penché, il y a deux autres qui se sont penchés sur la biographie du professeur Ahmed Arwa. Il y a son ami Msoud Djennes, qui a écrit un livre, Mon ami Ahmed Arwa. Il y a aussi le journaliste et ami, mon ami Hamid Tahri, qui lui a consacré une biographie dans son livre Portrait au pluriel. Et bien sûr, toutes ces personnes se sont intéressées à cette personnalité. Exactement. C'est un médecin et comme beaucoup de médecins, je vais vous couper la parole. Je sais que comme beaucoup de médecins, ils sont soit artistes, soit donc très très actifs et très portés vers d'autres sciences. Donc, je vous le dis d'emblée, je ne vais pas pouvoir parler de toutes les étapes et de toutes les facettes d'Ahmed Arwa, parce que il est médecin, bien sûr, il est poète, c'est un islamologue, c'est un artiste aussi, c'est un grand militant, c'est un moujahid. C'est comme l'a décrit Ahmed Sahnoun dans son poème, donc il va consacrer un poème. Cheikh Ahmed Sahnoun et qui est Cheikh Ahmed Sahnoun, qui lui envoie un poème quand ils étaient prisonniers à Bossuet. Donc, il souligne toutes ces facettes d'Ahmed Arwa. Et c'est vraiment ça, l'Algérien qu'on voudrait que les gens connaissent, qu'on voudrait que les jeunes... s'abreuvent donc de cette personnalité, cette facette. Exactement. Donc, ces différentes facettes. Exactement, parce qu'il a bien sûr la double
culture, donc il a une culture islamique arabe très profonde. Il vient des Aurès, donc c'est un amazir aussi enraciné et il a aussi fait ses études en médecine, donc en langue française qu'il maîtrise très très bien. Et ça ne l'a pas empêché d'être un militant. D'être dès le début dans le mouvement national. Il a été dans la création du groupe Amir Khaled, donc dans le mouvement scout. Il a été dans le PPA, il a milité dans le PPA. Et puis la révolution. Et en même temps, il est aussi condamné par le code de l'indigénat, donc il ne peut pas terminer ses études en Algérie. Il est obligé de partir étudier, même son secondaire, il le termine en France. Et puis, bien sûr, fait ses études de médecine à l'université de Montpellier, où là, il fait il retrouve, il crée l'amitié avec plein d'Algériens, donc tous les médecins qui sont passés, bien sûr, M. Oudjines qui est son ami d'enfance, il y a aussi Dr Rachid Bouayad, il y a ses amis médecins aussi, il y a Rabah Kerbouch, il y a plein de noms comme ça. Nous, on les connaît comme ça de loin. Rabah Kerbouch, je le connais parce que je suis de la région de Notre-Dame d'Afrique, de Zghara, donc c'est le médecin de la région à l'époque. Moi-même, j'ai été sauvé par Rabah Kerbouch, j'ai fait une bronchite, donc mon grand-père, je sais, je connais Rabah Kerbouch, Allah yarhamou. Donc tout ça, tous ces noms, il y a aussi les grands noms bien sûr de l'UGTA, parce qu'il y a Issa Tidir, il y a Tahar Gaïd. C'est lui qui a écrit l'hymne de l'UGTA, le Nashid de l'Ummal. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces informations? On est obligé de les décliner petit à petit. Donc on peut imaginer un peu une vie qui a commencé à Mdoukel, dans la région des Aurès, à Batna, à côté de Batna. Puis le père qui était imam est désigné Moudre son premier, puis imam à Qoléa. Donc à 7 ans, il déménage à Qoléa où il s'installe. Quelque temps après, ils viennent à Alger parce que le père est aussi imam, devient imam à Jama el-Kibir. Donc, c'est des phases que Ahmed Arwa va passer. Et bien sûr, est capitalisé. À chaque fois, il capitalise parce qu'il avance dans sa vie. Il a des objectifs. C'est un homme très intelligent et ça se voit. Il a une très bonne mémoire. Il est très sensible. C'est un artiste au fond, donc à l'intérieur de lui-même. C'est un bûcheur, parce qu'il n'avait pas le choix. Donc, une fois, Dr Rachid Bouayad, je vous l'ai raconté la dernière fois peut-être, il disait qu'à notre époque, on n'avait pas de photocopier. Donc, on était obligé, quand on prenait un livre... Non, recopier. Donc, ils recopiaient et mémorisaient. Et puis, ils avaient la concurrence. Ils étaient très peu dans des classes où il y avait plein de colons. Bien sûr, les colons sont favorisés par les maîtres et les instituteurs. Les Algériens sont obligés de travailler doublement pour pouvoir accéder et arriver. Et puis, il y avait le code de l'indigénat qui ne leur permettait pas de terminer les études automatiquement. Donc, ils étaient obligés de faire des cafouillages, de partir en France pour certains. Donc, Ahmed Arwa, donc il fait tout ça, il fait ses études à Mdoukel, il commence à apprendre le Coran, ses études scolaires, sa scolarité commence à Qoléa, puis à Alger, donc à lycée Amir Abdelkader. Il peut pas terminer, il va terminer ses études secondaires en France, et puis il s'inscrit à l'université, à Montpellier. Et il fait, ça c'est la trajectoire académique. En 1955, il est médecin, il soutient sa thèse de doctorat. En parallèle à ça, il a une vie de militant. Donc, une vie de militant. Il commence, bien sûr, au lycée Bugeaud. Donc, là, c'est le livre merveilleux qui est écrit par le fils. Donc, c'est la collection des œuvres complètes poétiques de Ahmed Arwa. La collection a été faite par son fils. Préfacée par Saïd Chiban. Et préfacée par Saïd Chiban. Et c'est une très, très belle préface. Voilà, donc on salue le professeur Chiban. C'est une très belle préface. Elle est courte. Mais elle lui ressemble. Mais c'est un homme, c'est un repère, donc c'est un homme, et ça se voit, chaque mot est pesé, et la rédaction est très pondérée, et vraiment c'est un chef-d'œuvre. La préface est merveilleuse, donc, parce qu'il a connu Ahmed Arwa, il a été avec lui dans la création de la Société algérienne d'histoire de la médecine en 1979. Ça, c'est une autre facette d'Ahmed Arwa, donc c'est l'histoire de la médecine. Il s'est intéressé à Ibn Sina d'ailleurs. Exactement, il a fait des publications sur Ibn Sina. Ça, c'est la merveilleuse biographie qu'un ami a consacrée à son ami. Mon ami. Mon ami Ahmed Arwa. Et
C'est rare de trouver ça, donc, mais ça s'est fait, alhamdoulilah. Là, ça, c'est les questionnements islamologiques que se posaient. L'islam à la croisée des chemins. Il était précurseur, il était un des premiers à se poser ce genre de questions. Il avait donc fait une assise importante concernant l'islam, surtout donc, en ces temps modernes. La position de l'islam donc, après l'indépendance en Algérie et pour le monde musulman. Donc, si vous permettez, je vais lire juste quelques lignes. Donc, il dit dans le résumé du livre, donc dans la couverture du livre, l'islam à la croisée des chemins, l'islam se trouve aujourd'hui en face d'une situation mondiale qui exige de lui un remaniement colossal dans son contenu et dans son expression. Il ne s'agit pas d'une mise en question, mais d'une remise en ordre qui est le point de départ d'une nouvelle étape évolutive, d'une nouvelle affirmation de son existence et de sa mission. Donc déjà, on trouve tous les mots-clés de l'islamologie moderne en 2020, donc au début du premier cinquième du 21e siècle. Déjà en 69, il écrivait ça. Donc ça veut dire qu'il avait tout compris, il avait tout capté. Le message est fait, la réflexion est lancée. Il participe dans les conférences de Fikr islami qui étaient organisées par Mouloud Qasim, Ayatollah Qasim. Donc voilà. Donc il a aussi en médecine quelques livres très intéressant sur l'homme et son milieu. Il était chef de service de santé sociale. Donc, en termes d'épidémiologie, et puis, bien sûr, il pose les questions tabous sur les aspects donc les grandes questions sur le sexe en islam. Donc c'est des questions tabous dans notre société, mais lui il les pose. Au début, on se rappelle la grande émission qui a été faite où il a participé concernant le sida, donc au milieu des années 80 et au tout début, où il est intervenu d'une façon très très forte parce qu'il connaissait très bien. Il parle aussi, il a des travaux sur l'hygiène, il a donc énormément. Exactement. Donc tout ça, c'est Ahmed Arwa, bien sûr. Justement, l'hygiène, il en parlait. Bien sûr, il a l'hygiène, donc... c'est vraiment un livre d'actualité, celui-ci aujourd'hui. Montrer que notre religion aussi a toujours été pour l'hygiène. Et aujourd'hui, c'est une question qui revient en temps de ce Covid-19. Exactement. Donc, il y a la santé environnementale, il y a l'homme et son milieu, il y a la santé et le milieu, et il y a aussi l'hygiène, la médecine préventive chez Avicenne. Donc, c'est ce qu'il a écrit en médecine. Il a aussi des articles. Et puis, il a des essais aussi. Il a des essais et bien sûr des collections de... Et il a formé aussi d'autres générations de médecins. Et il a terminé recteur de l'université de Amir Abdelkader à Constantine. Donc, choisir un médecin comme recteur de l'université n'était pas chose aisée parce qu'il avait les capacités. Il avait toutes les capacités. Tous les outils nécessaires pour l'enseignement. Et je dirais qu'il était mieux loti que certains qui sont spécialistes dans la charia parce qu'il avait cette vision du scientifique. La double vision scientifique, il avait aussi accès à une autre langue. Donc la plupart des gens de la charia n'ont pas ce privilège, donc ils sont limités dans un champ lexical très réduit. Il avait baigné aussi dans un enseignement religieux aussi de par son père. Exactement. Et il a appris le Coran, donc il avait... Je pense que s'il était resté à Mdoukel, il aurait terminé imam. Mais la vie a fait qu'il se déplace et qu'il s'ouvre. Sa curiosité aussi. Exactement. Et puis, ce qui est aussi remarquable, c'est les témoignages que j'ai pu lire dans la biographie écrite par son fils Mahmoud, par tous les gens qui ont connu professeur Ahmed Arwa. Donc, avec tout ça, il n'avait pas la grosse tête. Tout le monde, c'est unanime, il disait qu'il était très modeste. Il était très très modeste. Donc Ahmed Sahnoun le dit, Haroun Rachid le musicien le dit, son frère Ali le dit. Donc tout le monde dit qu'il était très accessible, il était très modeste. Bien sûr, quand on a la tête pleine, donc elle devient lourde. C'est normal qu'on reste modeste. Quand on la vide, bien sûr, ça va. Il a toujours des petits messages. Alors c'est vrai, quand on parle donc de son parcours, son cursus est très important. Donc que ce soit dans le domaine médical, il a formé des générations de médecins par la suite. Il est resté aussi très proche donc de sa passion, c'était la poésie. Il touchait à quel genre de poésie?
D'après ce que j'ai lu, c'est principalement ce qui est ce qui est resté peut-être aussi, c'est la poésie militante dans tous les aspects. Donc il était militant. On ne trouve pas de poèmes romantiques, donc on peut s'attendre, mais c'est des poèmes. Il a le choix des mots. Donc il est très précis. C'est ce qui, je ne sais pas, il a une double sensibilité. La sensibilité de médecin, donc vis-à-vis de la société, et sa sensibilité de poète faisait qu'il savait choisir les mots et il était très précis. En lisant ses poèmes, je ne vais pas me ramener d'exemplaires, mais je vais vous dire, il y a une phrase qu'il laisse. Donc il écrit dans Fleur de cactus. Il dit tout simplement, regardez la phrase, « Ce peuple sera capable de vivre car il a été capable de mourir. » Donc, grand sacrifice, et il a compris. Méditer, donc il a le choix de ces mots, la précision, parce qu'il a vécu le mouvement national, il a vécu la révolution, il a aussi vécu l'indépendance, la relance de l'Algérie, la construction de l'Algérie indépendante. Donc, ça, c'est vraiment, il a scellé le passé et l'avenir de l'Algérie dans une phrase. Exactement. Donc, ce peuple, c'est le peuple, il parle de peuple aussi. Ce peuple-là sera capable de vivre car il a été capable de mourir. Donc, quand j'ai lu cette phrase, j'étais là à méditer, donc à dire que le choix ils sont simples les mots, voilà, ils sont mais l'ordre, le style, la précision, il fallait trouver cette tournure de phrase. Et c'est ce que disait, c'est ce que racontait son frère, les gens qui étaient à Bossuet, quand Issa Tidir lui a demandé d'écrire l'hymne des travailleurs, donc Nashid al-Ummal. Il disait au début, il passait des heures et des heures, Issa Tidir lui-même, à marcher ensemble, et Issa Tidir qui lui donnait des instructions, il fallait que l'hymne soit fort, qu'il soit révolutionnaire, qu'il représente ceci, qu'il parle des travailleurs, du futur, des sacrifices, de la reconstruction. Et donc là, ils sont là à écrire, à corriger, à écrire. À la fin, quand ils ont le poème, enfin, le texte, il fallait aussi faire la partition musicale. Donc c'était le rôle de Haroun al-Rachid qui lui-même a témoigné sur ça. C'est Issa Tidir qui le prend aussi. Il fallait que la mélodie soit forte, il fallait qu'elle... Donc tout ça, ils étaient... Jusqu'au jour, il disait, même au jour, donc même quand ils ont commencé les répétitions, Ahmed Arwa venait avec quelques retouches, quelques petits changements, parce qu'il y avait un mot qu'il a réfléchi, donc qu'il pense qu'il est meilleur, donc il a fait des changements. Exactement. Donc tout travail est perfectible, exactement. Donc voilà. C'est une personnalité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en reste peut-être? Est-ce qu'aujourd'hui son parcours peut être enseigné? Est-ce que son parcours peut être retenu, relevé à travers des rencontres? Une date aussi? Et dernièrement, je pense qu'ils ont commémoré le décès d'Ahmed Arwa, je pense en 2007, en 2008. Donc, ils ont organisé un hommage, une conférence. Il y a des gens qui sont venus témoigner. Mais je ne sais pas, je me dis que si les travaux d'Ahmed Arwa, sa trajectoire ne trouve pas sa place dans le milieu académique, la société algérienne est perdante. Oui. Nous perdons parce que c'est une figure qui est très inspiratrice, parce qu'il a cette facilité, donc on peut s'inspirer, on peut s'identifier à lui à travers ses multifacettes, parce que chacun trouvera ce qu'il cherche en Ahmed Arwa, et c'est très important. Il y a aussi cette double casquette de médecin et d'islamologue. Il a écrit en arabe et en français, aussi bien en arabe qu'en français. Donc chacun va trouver ce qu'il cherche chez Ahmed Arwa. C'est vraiment une figure très importante. Et le livre mériterait d'être enseigné aussi, peut-être ces textes enseignés à l'université aussi. Bien sûr, il faut lancer un travail de thèse sur Ahmed Arwa. Donc que ce soit en histoire de la médecine, que ce soit en islamologie. C'est un homme clé de l'histoire de l'Algérie du XXe. Autour de Ahmed Arwa. Exactement, lancer peut-être des concours, je ne sais pas. Bon, il faut dire que la société a été un peu... lui a témoigné sa gratitude. Donc il y a la maison de la culture de Qléa qui s'appelle Ahmed Arwa. Il y a un lycée, je pense, à Mougra, Msila. Il y a un CEM ici à Alger. Il y a plusieurs institutions qui ont choisi le... Il y a la polyclinique de Sidi Yahya qui s'appelle Ahmed Arwa, docteur Ahmed Arwa.
Mais bon, il faut qu'il reste aussi, il faut qu'on trouve Ahmed Arwa chaque fois qu'on rentre dans une librairie. Il faut qu'il soit présent. Donc, qu'on entend par la réédition. Surtout par cette jeune génération aujourd'hui. Exact. Il faut qu'il. Donc il y a son fils qui essaie de garder au niveau donc, des écoles. Il faut que des textes rentrent dans les programmes. Il faut. Mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, bon, ça nous ramène. C'est un message lancé aujourd'hui. Oui. Pourquoi pas? Vous disiez ses enfants? Il y a Mahmoud qui est médecin aussi, donc qui essaie de maintenir un peu cette mémoire. Donc il vient d'éditer la collection de ces poétiques d'Ahmed Arwa avec une excellente introduction. Donc ce travail existe dans les librairies, donc il est accessible, les gens peuvent consulter, peuvent lire, c'est très intéressant. Mais les livres, les anciens livres qui ont édités pendant la vie d'Ahmed Arwa n'ont pas été réédités. Donc il y a l'islam et la science, il y a l'homme et son milieu, donc l'islam à la croisée des chemins. Ce qu'on a pu voir là. Donc il faut les rééditer. Donc moi, ces livres, je les retrouve chez les bouquinistes. Donc il ne faut pas croire que c'est les anciens stocks, peut-être, ou les gens qui vendent les bibliothèques de leurs parents. Ce sont des outils indispensables aujourd'hui aux étudiants et aux universitaires qui il faut les rééditer, il faut qu'il y ait un travail comme ça de réédition, il faut penser à ça. Très bien. Donc voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de plus. On a terminé pratiquement. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces belles paroles que vous lui avez consacrées aujourd'hui. Et surtout, rappel de son parcours, rappel aussi donc, de tout l'ensemble de ces travaux d'Ahmed Arwa, Allah yarhamou, et bien d'autres personnalités qui ont marqué aussi le parcours donc par l'occasion, il est médecin, il y a aussi un autre médecin islamologue, Dr Mohamed Ben Ardouane, qui est aussi malade et très malade maintenant. À qui on souhaite bon repos et surtout Shifa. Shifa, voilà, Rabbi Shafi, oui, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, Greg Hassan Ahmed. Donc on se retrouvera dès mercredi prochain, Inch'Allah, avec un autre chercheur, un autre savant, et sur celui-ci peut-être plus ancien. Ok, on va changer. Voilà, c'est ça. Inch'Allah, on va voir. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de la Régie 7. Et puis on se donne rendez-vous dès demain, 8h30, 10h. Bien, vous êtes en train d'écouter une chanson dédiée aux enfants. Aujourd'hui, nous avons parlé donc de la journée de l'enfant africain. C'était célébré hier. Et bien, voilà, on se quitte avec cette belle chanson. À demain et bonne journée. Des milliards d'années.